devrait... Bonjour Vanessa. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Est-ce que nous sommes prêts à débuter, Vanessa? Oui? Nous sommes prêts. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Françoise Paquette. Je suis directrice des relations gouvernementales au Conseil québécois du commerce de détail. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce webinaire qui est organisé en collaboration avec notre partenaire de formation Détail Québec. Un webinaire qui s'intitule « Comment faire face aux enjeux d'emploi juridique et RH ». Donc, au fur et à mesure, évidemment, que nous avançons dans le cadre de la pandémie, on sait très bien que les questions, de nombreuses questions, continuent de se poser constamment, tant pour les employeurs que pour les employés. Et c'est pourquoi le Conseil a décidé de récidiver et de faire appel à l'expertise de Maître Karine Fournier pour justement être en mesure de répondre à ces nombreuses questions-là que vous avez tous. Maître Karine Fournier, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais qui commencent à être un peu présente avec nous, donc c'est déjà le 3e webinaire qu'on effectue avec elle. Donc, Maître Karine Fournier est avocate associée chez Fasken. Elle possède une vaste expérience de plus de 15 ans en droit du travail et conseille notamment plusieurs détaillants. Donc, elle connaît très bien la réalité de notre secteur d'activité. Maître Fournier a une formation à la fois non seulement juridique, mais également une formation en ressources humaines. Donc, je pense qu'elle est en mesure de bien connaître la réalité justement que vous vivez présentement. Donc, quelques détails avant de débuter le webinaire. Je vous rappelle que le tout sera d'une durée de 1 heure, divisée en 2 parties. Donc, la première partie va être consacrée à la présentation de Maître Fournier. Donc, on parle d'environ 20 minutes. Et nous avons l'intention de consacrer plus de 40 minutes justement pour prendre le maximum de questions que vous avez. Évidemment, la présentation qu'elle va faire reprend également des questions qui sont les plus fréquemment posées parce qu'on en a reçu beaucoup avec le temps. Donc, on voulait faire un tour de piste avec ces nombreuses questions-là qui reviennent constamment et que vous avez peut-être vous également. Donc, c'est un peu ça. Peut-être qu'avant de laisser la parole à Maître Fournier, je vais laisser Vanessa, qui est conseillère de projet au CQCT, peut-être vous donner quelques petites indications relativement au fonctionnement des questions, comment adresser les questions. Oui, c'est ça. Durant tout le webinaire, vous allez avoir 2 possibilités pour poser vos questions. S'il s'agit d'une question à l'écrit, vous avez l'option QR en bas de votre écran. Je la poserai directement à Maître Fournier. Et si vous avez une question un peu plus développée, plus complexe, si vous désirez utiliser plutôt la version orale, vous avez l'option main levée, toujours en bas de votre écran. Une fois que la main sera levée, je pourrai activer votre micro pour poser votre question directement à Maître Fournier. C'est parfait. Et peut-être avant de débuter, mentionner qu'effectivement, la présentation, parce qu'on se le fait constamment demander, donc la présentation qui vous est faite va vous être transmise en format PDF et vous aurez toujours la possibilité de revisionner également le webinaire si vous le souhaitez. Donc, sans plus tarder, Karine, je te laisse la parole. Très bien. Donc, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend bien. Sinon, faites un commentaire et nous ajusterons. Alors, ça me fait plaisir de participer à cette 2e formation où on reprend des questions qui ont été fréquemment posées à la fois à moi comme représentante d'employeur et qui a plusieurs clients dans le commerce de détail et à la fois au QCCD qui a reçu beaucoup de questions depuis les dernières semaines. Donc, je les ai reprises et si vous me permettez, je vais partager mon écran et mettre la présentation. Voilà. Ma présentation à l'écran. Donc,
ce que nous vous proposons ce matin, c'est de vous parler un peu des derniers développements en termes de faits saillants en droit de l'emploi qui touchent particulièrement les employeurs. Ensuite, il y a plusieurs questions que j'ai reprises dans la présentation et je vais essayer de ne pas trop m'y attarder pour vous laisser amplement le micro pour vous puissiez me poser des questions parce qu'on voulait cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, laisser encore plus de place aux gens pour poser des questions. Évidemment, je vais faire mon possible pour y répondre, mais je ne suis pas une spécialiste de fiscalité et de comptabilité, donc il y a peut-être des questions que vous aurez que je ne serai pas en mesure de répondre, mais tout ce qui tombe dans mon expertise, j'y répondrai avec plaisir. Donc, allons-y avec que faire si un employé refuse de travailler. Donc, depuis le début de la crise, et ça arrive peut-être de moins en moins, mais il y a des employés qui refusent de faire leur prestation de travail par anxiété ou par crainte d'être contaminés par la COVID-19. Donc, quand ça se passe, il faut poser des questions à l'employé sur pourquoi il refuse de travailler pour essayer de pouvoir le rassurer sur les mesures que vous avez prises, le protocole ou les protocoles que vous avez mis en place, pour ensuite, une fois que c'est expliqué, voir si vous choisissez d'accommoder la personne ou si vous choisissez de ne pas accommoder la personne. Donc, je m'explique, il y en a des employeurs qui ont besoin de moins d'employés pour rouler l'entreprise en ce moment. Donc, il y a plusieurs entreprises que ça fait leurs affaires qu'un employé ou des employés soient à la maison parce que de toute façon, ils n'ont pas de temps de travail pour tout le monde. Donc, quand ça accommode puis ça fait l'affaire à tout le monde, on peut accepter ces refus de travail de façon temporaire. Cependant, si vous avez besoin de tous vos gens et s'il y a des gens qui refusent de travailler sans motif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conditions personnelles qui leur permettent d'invoquer ce refus de travail ou s'ils n'ont pas des conditions personnelles de la famille immédiate à la maison. Donc, vous pourriez décider de forcer ce retour au travail-là, c'est-à-dire écrire une lettre à la personne ou un courriel disant qu'il est ou elle est attendu au travail à telle heure, à tel jour et qu'il sache que s'il ne se présente pas au travail, nous allons considérer qu'il a abandonné son emploi. Donc, considéré comme une démission. Donc, une fois que la personne a reçu cette communication de l'entreprise, qu'elle ne se présente pas au travail, alors on peut écrire une deuxième lettre. Puis quand je parle de lettres, là, c'est des lettres de 2 paragraphes, où la deuxième lettre va dire qu'on prend acte que la personne a abandonné son emploi, que c'est une démission et qu'à conséquence, vous allez vider les banques de vacances et les montants qui auraient pu lui être dus et qu'il n'y a plus de lien d'emploi entre vous. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de le traiter en mesure disciplinaire, donc de plutôt le traiter par une gradation de sanctions, puis de dire à la personne qu'elle va être suspendue lorsqu'elle va vouloir revenir au travail parce qu'elle a été insubordonnée en ne respectant pas les instructions de se présenter au travail. Mais la grande majorité du temps, les employeurs vont prendre cette situation-là et utiliser ça comme une démission pour passer à un autre appel. On s'entend que si vous êtes à court d'employés, que vous avez besoin de personnel, que quelqu'un ne veut pas rentrer, vous allez devoir remplacer la personne. Donc, vous devez savoir, elle vient ou elle ne vient pas, je remplace, j'embauche, j'affiche le poste. Donc, c'est le moment de le faire. Autre question fréquemment posée, que faire si un employé préfère demeurer sur la PCU? Donc, il y a plusieurs employeurs qui m'ont consulté dans les derniers mois qui avaient de la difficulté à avoir leurs employés de retour compte tenu que les employés, certains préféraient ne pas travailler, ne pas donner leur prestation de travail plutôt que de venir à un salaire parfois pas tellement plus supérieur à la PCU. Donc, il y avait des fois aussi des employés qui disaient, bien, peux-tu me donner
seulement 2 jours par semaine, donc je ne gagnerai pas le 1 000 $, donc je vais pouvoir continuer de recevoir la PCU parce que je n'atteindrai pas le maximum que je peux atteindre. Et là, demander la collaboration de l'employeur pour ne pas revenir aux mêmes heures qu'avant, pour à la fois avoir ses heures travaillées et à la fois la PCU. Moi, j'appelle ça de la fraude. Et un employeur qui collabore ou permet cela alors que la personne pourrait travailler les heures normales. J'appelle ça complice de fraude. Donc, on n'est pas en droit criminel, c'est juste pour vous illustrer que pour moi, c'est une faute. Un employé ne peut pas choisir la PCU versus son travail pour toutes les raisons qu'il pourrait vouloir invoquer, à moins d'avoir des conditions de santé. Donc, moi, quelqu'un qui refuserait de travailler ou qui m'annoncerait qu'il préfère demeurer sur la PCU, je le convoquerai au travail comme on a fait tout à l'heure. Et s'il ne se ou elle ne se présente pas, je considérerais qu'elle a abandonné son emploi. Ou faire des mesures disciplinaires, mais moi, je considère que la loyauté pour l'employeur est très mise à mal dans une qu'un employé pose cette question pour essayer d'être opportuniste par rapport aux impôts qu'on paye tous et à la dette qu'on accumule. Moi, je trouve que les employeurs ne peuvent pas faire cette démarche-là quand ils ont les heures pour permettre aux employés de travailler. Donc, ça, c'était une question posée souvent. Est-ce que je peux demander aux clients, comme aux employés, de porter un masque? Absolument, absolument oui. On a eu fréquemment cette question-là et là, hier, on annonçait qu'à compter du 20 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics fermés. Donc, cette question-là devient un peu moins pertinente parce que fort à parier que tout le monde portera le masque dans vos établissements à partir du 20 juillet. Mais même avant cette annonce, et même si cette annonce ou cette loi ou cette obligation-là changeait avec le temps, vous êtes dans votre commerce, c'est un endroit qui est sur votre contrôle, qui est privé. Donc, vous pourriez exiger des clients de porter le masque pour avoir accès à votre commerce, oui. Important de faire la formation aux employés sur comment approcher le client de façon courtoise et respectueuse pour en arriver. Si un client refuse, comment on l'approche, comment on s'en occupe. J'ai parlé à différents commerces de salons de coiffure ou de soins personnels et il y avait des personnes qui refusaient carrément de porter le masque pour recevoir leurs soins, malgré des instructions à cet égard-là du commerce. Et la personne devait se faire dire, mais si vous ne portez pas votre masque, on vous permettra pas d'obtenir vos soins dans notre commerce. Donc, il y a des commerces qui vont avoir des masques, qui vont fournir des masques de façon très parcimonieuse aux clients qui n'en auraient pas, mais qui voudraient absolument faire leur magasinage puis qui ont oublié leur masque. Donc, si vous ne voulez pas perdre de business, c'est une opportunité de s'assurer de pouvoir en faire, d'avoir des masques à la clientèle qui l'aurait oublié. Donc, de former les employés adéquatement, puis que les employés qui portent le masque le portent comme il faut également, parce que pour m'être promené dans différents endroits, ce n'est pas nécessairement tous les employés qui les portent comme il faut. Donc, vous assurez de cela. Et le protocole, le respect du protocole, donc vous avez certainement un peu en place un protocole de comment vous faites vos mesures sanitaires. Il y a plusieurs formations du CQDC sur justement les mesures sanitaires. Maintenant, vous êtes bien rodés là-dedans, mais c'est de s'assurer que vous respectez vos propres protocoles. Une autre question, quelles mesures dois-je prendre si des employés ne respectent pas les consignes sanitaires? Donc ça, on a beaucoup insisté là-dessus lorsque vous êtes repris, vous avez réouvert vos commerces, de former les employés à des tâches bien différentes avant la crise, sur l'accueil de la clientèle, sur l'information à donner à la clientèle, sur vraiment les mesures sanitaires que vous exigez
qu'ils prennent ou que les clients respectent. Alors, ça prend des formations à la base et ça prend des rappels. Donc, plusieurs commerces que je connais font des meetings d'employés au début de chaque journée ou de chaque quart. Et à ce moment-là, c'est bien de faire des rappels par rapport à ça pour vous assurer que vos employés donnent l'exemple. Vos employés doivent donner l'exemple aux clients et les gestionnaires doivent donner l'exemple aux employés. Donc, j'ai eu des cas où c'était les propres superviseurs ou gérants de département qui ne respectaient pas eux-mêmes correctement le port du masque. Alors, c'est difficile lorsque le gérant de département ne respecte pas de l'exiger ensuite des employés. Et c'est malheureusement de faire de la gestion comme n'importe quel cas problème, de faire une gestion disciplinaire au bout du compte avec un avis écrit, puis une journée de suspension, puis s'assurer que les gens rentrent dans les rangs et respectent les mesures sanitaires parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'au bout du compte, puis on le voit dans les journaux récemment, là, des employés qui ont été contaminés par leurs enfants, par leurs ados, par toutes sortes de façons, ont ramené ça dans les commerces. Et là, les commerces sont obligés, selon les circonstances, la santé publique peut les obliger de fermer pour faire une désinfection complète. Il y a des coûts importants à ça. Puis si on ferme pour une journée complète, il y a des pertes reliées à ça. Donc, nécessairement, les employés doivent comprendre qu'ils doivent respecter les protocoles et les consignes. Et est-ce qu'ils répondent à un questionnaire eux-mêmes avant chaque début de quart de travail en disant qu'ils n'ont pas été en contact avec des gens qui avaient la COVID, des contacts avec des gens qui avaient des symptômes? Donc, si vous ne le faites pas, je vous recommande fortement que des questions soient répondues. Ça n'a pas besoin d'être un processus rigoureux et lourd, mais quelque chose où chaque employé, avant de rentrer au travail, doit se poser des questions sur son état de santé, prendre sa température à la maison. Il y a plein d'outils qui ne coûtent pas très cher où on peut prendre la température des employés de façon, c'est un petit scanner là, qui scanne le front de l'employé qui peut se faire très discrètement avant l'entrée du corps pour s'assurer que les gens n'ont pas de température avant l'arrivée. Et voilà. Donc, de gérer par de la prévention, puis si les gens ne respectent pas, de gérer par de la correction avec des mesures disciplinaires serait certainement approprié. Que faire si un employé se présente au travail malgré des symptômes reliés à la COVID-19? Donc, difficile de l'imaginer, mais croyez-le ou non, il est arrivé à plusieurs employeurs que je représente de m'appeler pour me dire qu'il y a un employé qui s'est présenté malgré le protocole, malgré les instructions, qui s'est présenté au travail avec des symptômes. Et puis là, il y a bien des employeurs très, très fâchés de cette situation-là et je le comprends tout à fait, mais de là à congédier automatiquement quelqu'un, ce qui était un peu l'état d'esprit des clients qui m'appelaient, il y a une marge. Alors, il faut s'assurer quand on fait des congédiements qu'on ne se ramasse pas devant le tribunal administratif du travail avec des réintégrations, des salaires perdus à payer, des indemnités de perte d'emploi à payer. Donc, ça peut coûter très, très cher de congédier quelqu'un sans avoir une bonne opinion de nos chances de succès. Donc, très certainement, si ça arrive, c'est de retourner évidemment la personne immédiatement à la maison. Je pense que ça devient évident. Et de de suivre votre protocole dont on avait parlé à la dernière formation de ce que vous devez faire, le checklist, comme on dit en bon français, de l'enquête que vous devez faire pour vous assurer de trouver tous les contacts de la personne, a eu des contacts rapprochés, au moins tout ce qui est milieu de travail. Et contacter la santé publique pour qu'elle vous guide dans les prochaines étapes à faire, puis que les gens soient testés. Il y a des entreprises qui vont juste donner la consigne que d'ici, dans les 24 heures, tous les employés doivent aller se faire tester. C'est très simple maintenant, la procédure de test. Alors, il y en a à plein d'endroits. Donc, il y a plusieurs mesures que l'entreprise peut faire pour s'assurer que les gens se fassent tester.
et de suivre le protocole. Évidemment, la mesure disciplinaire pour la personne qui n'a pas respecté, pour l'instant, nos recommandations étaient entre 1 jour et 5 jours de suspension, dépendamment du dossier précédent de l'employé. Donc, si on est avec un employé qui a déjà reçu plusieurs lettres d'avertissement, plusieurs suspensions, qui est un cas problème, qui ne respecte jamais rien et que là, il met en danger la santé et sécurité de tous ses collègues et du magasin, clairement, c'est une faute qui pourrait être grave et qui nécessite un congédiement. Par contre, si on a un employé modèle qui a une erreur de jugement d'une journée, le congédiement sera probablement trop sévère. Donc, on irait plus avec une suspension pour envoyer un message à la personne. Donc, évidemment, en mesure disciplinaire, on dit toujours chaque cas est un cas d'espèce, alors il ne faut pas prendre un conseil que je donne et l'appliquer à la lettre. Il faut utiliser son jugement avec les faits de chaque situation, mais c'est certainement une situation très sérieuse qui nécessite des conséquences pour envoyer aussi un message exemplaire à vos autres employés. Un employé a fait une gaffe, voici ce qui est arrivé, donc je suis sérieux, je tiens à ma business, je veux que la sécurité, la santé de tout le monde, donc sachez que vérifiez votre état de santé avant de vous présenter au travail. Quelles sont les obligations vis-à-vis des employés en télétravail? Donc, peut-on exiger la présence physique? Donc, ça, c'est une entre autres, de vos questions. Donc, il y a beaucoup, peut-être moins dans le commerce de détail où les gens vont avoir à se déplacer pour servir les clients, mais tous vos services administratifs, des ressources humaines, de comptes payables, de recevables, il y a peut-être une partie de votre staff qui est en télétravail. Donc, est-ce qu'on peut d'abord exiger la présence physique d'un employé? Vous savez, la recommandation du gouvernement, c'est pour ceux qui peuvent faire du télétravail et pour ceux dont le travail peut se faire par télétravail, c'est fortement recommandé de prioriser le télétravail. Donc, exiger la présence physique, moi, je ne le vous recommande pas si cela n'est pas nécessaire à la tâche de la personne. Peut-être que la présence physique est nécessaire 3 heures par semaine, une journée par semaine pour certaines tâches et peut-être que la personne peut faire l'ensemble du reste à la maison. C'est la recommandation à suivre. Et pour toutes les entreprises de services, c'est ce qui continue d'être fait malgré tout et c'est ce qui est le plus sécuritaire de faire, évidemment, dans la mesure du possible. Une fois qu'on a déterminé qu'on peut mettre des gens en télétravail, vous pouvez vous le permettre et vous avez comme les équipements pour le faire. Moi, je vous recommande fortement d'avoir une politique de télétravail ou une entente de télétravail avec vos employés. Sinon, bonne chance pour mesurer la performance, pour agir sur les heures de travail. La personne n'est pas disponible quand vous l'appelez, elle est partie prendre une marche et on n'a pas d'horaire. Donc, ça prend une entente de télétravail au minimum qui va établir un horaire, qui va établir des heures, qui va parler de la disponibilité, qui va traiter que la personne doit s'assurer d'avoir un environnement sain et sécuritaire, donc de ne pas laisser traîner les jouets d'enfants dans l'endroit où elle travaille pour s'assurer qu'on n'ait pas d'accident de travail et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, cette entente de télétravail-là va prévoir aussi que la personne, il y aura une certaine surveillance informatique, donc une certaine renonciation à sa vie privée parce que si la personne n'est pas au travail, mais il y a quand même des vérifications de sa productivité ou quoi que ce soit dans la mesure du raisonnable qui vont être faits à distance. On n'a pas le choix. Il faut que la personne soit consciente de ça puis qu'elle signe au bas de l'entente. Je suis d'accord, c'est ça mes modalités. Mais le plus important dans le télétravail, c'est que c'est discrétionnaire. C'est majeur de l'écrire dans vos ententes de télétravail, puis c'est temporaire ou pour une période qui pourrait être mis fin par l'employeur à sa seule discrétion avec un préavis de 2 semaines, 1 mois, 48 heures. Donc, il faut que ce n'est pas une condition de travail, c'est une permission, c'est une modalité de discrétionnaire, temporaire et qui est à la seule discrétion de l'employeur. Si vous n'avez pas ça, l'employé pourrait prétendre que maintenant, ses conditions de travail, c'est de travailler à la maison. Puis quand vous allez vouloir ramener les gens au travail plus tard, bien, ils vont dire que vous changez leurs conditions de travail, puis ils vont faire des plaintes pour congédiement déguisé. Donc, c'est vraiment important de ne pas juste faire du télétravail sans l'encadrer de façon bien spécifique.
Donc, j'ai parlé des heures, des horaires, parce que justement, on veut que la personne soit disponible, mais on veut aussi qu'elle soit flexible, si elle a des enfants, tout ça. Donc, tout ça peut être très flexible, mais il faut le savoir. Puis, si on a besoin de rejoindre la personne, il faut savoir qu'elle peut être rejointe, mais il faut savoir qu'elle ne travaille pas de midi à minuit non plus. Donc, il ne faut pas s'attendre à des retours de courriel à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, parce que là, ce qu'on voit arriver petit à petit, c'est des gens en burn-out, des gens stressés parce qu'ils se sentent qu'ils travaillent sans arrêt, et qui doivent toujours répondre à la minute près et dans le real time, comme on dit. Les équipements, donc évidemment, l'employeur doit fournir les équipements de base, mais n'a pas nécessairement équipé l'employé à la maison de tout ce qu'elle aurait équipé l'employé au travail. Donc, il faut faire une analyse plus détaillée que je n'ai pas le temps de faire avec vous ce matin, mais en termes d'équipement de travail, vous pouvez, puis là, faudrait consulter vos fiscalistes parce qu'il y a un traitement fiscal et je l'ai vérifié au bureau avec nos fiscalistes, mais par exemple, d'allouer à quelqu'un 500 $ par année pour s'équiper selon ses besoins n'a pas le même traitement fiscal que de rembourser au fur et à mesure les factures d'un employé qui s'achète une nouvelle chaise, un nouveau bureau, etc. Donc, ce n'est pas le même traitement fiscal et il y en a un qui est plus avantageux que l'autre pour l'employeur. Donc, c'est important de ne pas juste prendre une décision facile, mais de consulter vos spécialistes là-dedans pour que vous traitiez ces équipements-là de la façon la plus fiscalement intéressante pour vous. Santé et sécurité, je l'ai dit, un accident de travail à la maison, c'est couvert par la CNESST, donc vos primes de couverture et ce que vous payez, vos cotisations va fortement augmenter si les gens commencent à travailler n'importe comment. Donc, vous pourriez exiger une affirmation de l'employé qu'elle est bien organisée, qu'elle est dans une position ergonomique et de prendre des photos, de faire des vidéos, de consulter pour s'assurer que la personne travaille dans des conditions sécuritaires. La vérification de la performance peut être faite à distance, évidemment. Et il y a une certaine renonciation à la vie privée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, quand on fait une politique de télétravail, puis on le fait pour plusieurs clients, ça couvre tous ces aspects-là. Donc, l'employé, quand il reçoit la politique, c'est exactement à quoi s'attendre. Donc, à voir dans vos commerces, selon la grandeur et le nombre d'employés que vous avez, la pertinence de tout ce que je viens de dire. Sauf que c'était une question qui a été posée souvent là, à Françoise et son équipe. Donc, c'est important que vous ayez au moins la base là-dessus. Donc, j'ai dépassé de 6 minutes, mais j'ai couvert des questions supplémentaires qui sont rentrées ce matin. Alors, je suis maintenant disposée à faire de mon mieux pour répondre aux questions que vous avez. Et si vous voulez partager des cas plus spécifiques pour nous donner un peu de contexte, c'est peut-être plus facile si vous levez la main puisqu'on a plus de temps pour nous expliquer une situation que vous voudriez avoir des conseils. C'est sûr qu'on ne pourra pas passer 15 minutes sur les cas. Donc, essayez d'être le plus concis possible dans vos scénarios que vous me proposez. Et voilà, donc je laisse Vanessa et Françoise gérer ce qui est rentré jusqu'à présent, ce que je ne vois pas. Parfait, Françoise. Est-ce que je peux poser des questions ou tu veux intervenir avant? Ton micro est coupé, Françoise. Juste avant, Karine, je voulais juste, tu as mentionné par rapport à la dernière question relativement au télétravail qui avait, au point de vue fiscal, un avantage plus qu'un autre. Est-ce que finalement, c'est lequel des deux? Est-ce que c'est préférable? Est-ce que tu as obtenu la réponse à savoir si c'est préférable d'allouer un montant fixe par année à l'employé? Bon, par année, c'est un grand mot là, parce que la pandémie va finir par finir. Ou encore plutôt y aller avec un remboursement à la fois? Quelle est finalement la réponse? Pour l'employeur, qui est notre auditoire aujourd'hui, c'est le remboursement à la pièce qui est fiscalement plus intéressant que l'allocation. Donc, si vous êtes capable de le gérer à la pièce en termes de remboursement, avec un budget prédéfini, évidemment, pas que la personne ait acheté n'importe quoi à n'importe quel prix, mais c'est fiscalement plus intéressant d'y aller en remboursement qu'en allocation. D'accord, merci. Je te laisse, Vanessa, avec les questions. Oui, alors première question, puisque c'est obligatoire, est-ce qu'on peut décider de laisser entrer un client sans masque?
À compter du 20 juillet, ma réponse serait non, que vous ne pouvez pas. Parce que là, en fait, on va attendre de voir la loi, là, parce qu'hier, ils ont annoncé qu'ils allaient nous communiquer cette nouvelle aujourd'hui. Donc, peut-être au moment où on se parle, il y a un communiqué de presse où il va commencer bientôt ou une conférence de presse, mais on va avoir des détails, là. Vous allez avoir un détail sur vos obligations à vous parce qu'il va évidemment peut-être avoir des pénalités, des mesures pénales, des contraventions si vous ne faites pas respecter la loi à quelqu'un qui rentrait sans le masque. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes mieux d'être équipé en masque pour ne pas perdre de business plutôt que de renvoyer les gens puis que là, ils ne peuvent pas venir. Donc, et c'est ça que je vous recommande. Et voilà. Parfait. J'ai Sylvain Pelletier qui a une question orale. Alors, je vais activer son micro. Allô? Bonjour Sylvain. Bonjour. Moi, j'ai une fille qui a fait une plainte aux normes du travail au niveau d'un congédiement déguisé. Elle constate qu'elle est victime d'un congédiement déguisé. Cette dame est mise à pied depuis le 24 mars et elle a 72 ans. Donc, nous, la pratique qu'on avait, c'était que les gens qui ont 70 ans et plus, pour respecter les consignes de santé publique, on ne les rappelait pas immédiatement. Est-ce qu'on est un peu surpris d'avoir la plainte? Est-ce qu'elle a une cause reliée à cet effet-là? Elle considère qu'elle a été congédiée alors que depuis le 24 mars, puis les opérations n'ont pas pleinement repris. Donc, on a jugé pas essentiel de la rappeler basé sur ces critères-là. Il y a des personnes c'est un environnement qui est non syndiqué. Il y a des personnes qui ont été rappelées, qui sont plus jeunes, mais on a voulu respecter les consignes gouvernementales. C'est des choses qui se sont jamais produites avant aujourd'hui, là, donc difficile pour moi de savoir comment un juge va réagir parce que il y a les instructions de la santé publique, mais qui n'étaient pas nécessairement, on ne pouvait pas refuser dans un commerce quelqu'un de 70 ans, donc c'est moi personnellement, tous les clients qui m'ont consulté sur des employés de 70 ans et plus, ce que je leur disais, c'est si l'employé veut revenir, c'est son souhait. Je voulais elle le dise par écrit, pour pas que ce soit l'employeur qui ait forcé la personne à revenir. Et deuxièmement, je demandais que son médecin il nous écrive pour nous dire qu'elle était dans une condition de santé qui n'inquiétait aucunement ce médecin-là et qu'il autorisait le retour au travail. Fait que moi, avec ces deux choses-là, je disais aux employeurs, ramenez la personne au travail. Donc, si vous avez une plainte, bon, je comprends que ça fait quelques mois ou quelques semaines de ça, mais moi, je vous recommanderais de faire ces deux choses. Bien, la première chose, je pense que c'est assez évident qu'elle voulait revenir, là, compte tenu de sa démarche, mais d'avoir, on peut toujours s'entendre à l'amiable dans ces dossiers-là et de lui dire que si elle se procure cette attestation médicale-là, ça vous fera plaisir de la rappeler, que ce n'était relié qu'à que vous ne faisiez que suivre les instructions de santé publique que vous pensiez qui devaient être faites. Donc ça va, si vous la ramenez au travail parce qu'elle a ce document-là, vous allez tout de suite immédiatement mettre fin à la perte de salaire de cette personne-là. Parce que là, elle, ce qu'elle va dire, c'est que pendant tous ces mois-là ou ces semaines-là, elle perd son revenu qu'elle aurait fait. Moins ce qu'elle a gagné, évidemment. Donc, c'est sur la PCU, vous allez juste avoir à payer la différence, mais le plus tôt vous le réglez, le moins il y a un quantum à payer à cette dame-là et vous annulez les risques de vous la faire réintégrer par ordonnance de la Cour. Puis l'ordonnance de la Cour va venir juste dans un an et demi. Tu sais. Alors, si c'était bon, là, j'ai pas tous les faits, là, mais ça, ce serait immédiatement ce que vous pourriez faire parce que vos chances de succès, si vous maintenez votre point, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de précédent là-dedans. Donc, est-ce qu'ils vont présumer qu'elle a été congédiée en vertu de l'âge? Vous allez dire, mais écoutez, moi, j'ai suivi la santé publique, mais là, ils vont dire, mais la santé publique vous a jamais interdit de ramener les gens de 70 ans.
Il n'y avait pas de loi là-dessus, c'était simplement une recommandation. Donc, moi, je vous recommanderais de le régler plutôt que de le laisser traîner. Puis, il y a plein de médiateurs au normes du travail qui peuvent vous aider à faire le processus de médiation ou n'importe quel avocat ou vous-même, c'est de prendre le téléphone, d'appeler la madame puis essayer de trouver une façon de régler ça. OK. Merci. Bien, en fait, c'est du bon employé. Là. On avait des bonnes intentions, mais bon. Ah, j'en doute pas. C'est pour ça que je vous le dis. Si c'est le cas, juste dépêchez-vous de demander à son médecin une attestation médicale en expliquant que vous étiez complètement de bonne foi là-dedans. Puis, ça va être réglé, là. OK. Merci. Bienvenue. Question à l'écrit. Bonjour, très belle formation, merci. Première question, une maman dont la ville a annulé le camp de jour cet été ne peut donc pas entrer travailler. On est compréhensif, j'imagine. On peut demander une preuve. On peut accepter de se passer de cet employé tout l'été. Que faire? Ben, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous passer de cet employé tout l'été? Si la réponse est oui, moi, je favorise de l'accommoder par rapport à ne pas l'accommoder. Cependant, moi, les camps de jour de mes enfants ont été annulés et je peux vous garantir que je travaille. Et je me suis organisée avec d'autres parents, fait que les enfants font des camps de jour un peu partout, éparpillés dans le voisinage. Puis ils sont à côté de moi. Puis bon, c'est sûr que moi, je suis en télétravail, mais j'ai beaucoup d'audience avec où je bouge, là, où je suis pas à la maison. Puis je me suis organisée. Donc, moi, ce motif-là, pour juridiquement, légalement parlant, n'est pas suffisant, à moins que vous connaissez vos gens, là, à moins que cette personne-là soit monoparentale avec un père non présent, avec un entourage, elle vous dit qu'elle a demandé à tout le monde, qui est vraiment mal prise, puis vous la croyez, ben là, j'ai de la misère à jouer la carte dure de faire perdre l'emploi à quelqu'un qui est vraiment mal pris. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas une grosse différence entre la PCU et son salaire, puis que dans le fond, on veut juste être opportuniste dans cette situation-là, puis qu'on utilise le camp de jour annulé? Ça, je l'ai vu aussi. Peut-être qu'elle pouvait être flexible dans les heures de travail. Peut-être qu'elle peut travailler plus en fin de journée. Peut-être qu'elle peut travailler les fins de semaine. Des fois, il faut challenger un peu les gens. Là. Je comprends que telle heure à telle heure, c'est pas possible, mais quel horaire vous conviendrait? Fait que des fois, en challengeant les gens, la vérité ressort sur finalement, elle est peut-être disponible le jour, une fois qu'on l'a essayé de coincer un peu la personne qu'on pense essaie d'abuser du système plutôt que de revenir au travail. Donc, il y a une petite stratégie à faire là-dedans, mais d'habitude, on réussit à avoir la personne qui revient au travail. Merci. Un employé en mise à pied temporaire nous annonce retourner dans son pays, la France, quelques semaines cet été. Nous pensons devoir le rappeler sous peu. Que fait-on? A-t-il le droit de toucher la PCU et voyager en même temps? Si nous le convoquons et il revient, il devra faire une quatorzaine. Sommes-nous dans l'obligation d'accepter ce délai? Ça, c'est une très bonne question qu'on aurait pu mettre dans les questions fréquemment posées. La question des voyages et la question de la quarantaine au retour des voyages. Donc, le voyage, on s'entend là à l'étranger, à l'extérieur du Canada. Un employé qui a 2 semaines de vacances puis qui s'en va dans son pays, en Espagne, pendant 2 semaines, et quand il revient, il n'est pas disponible pour travailler pendant 2 semaines. Ça, c'est comme avoir donné 4 semaines de congé à quelqu'un, c'est-à-dire 2 semaines de vacances puis 2 semaines sans solde. Les congés sans solde, vous n'êtes pas obligé de les autoriser. Donc, il faut juste être très clair avec les gens en leur disant que les vacances à l'étranger qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas être disponibles au travail pendant 2 semaines après, ça va être considéré comme un refus de travail, puis ça va être considéré comme de l'insubordination, puis qu'il va y avoir des conséquences disciplinaires. Si à un moment donné, vous n'êtes pas la charité là, et vous avez besoin de la force de travail, encore une fois, si ça fait votre affaire et que vous avez moins de besoin, tant mieux. Mais là, ce que j'entends de votre question, ce n'est pas le cas. Et la personne qui, vous pensez le rappeler bientôt, bien, il faut être capable de dire à la personne quand elle risque d'être rappelée pour s'assurer qu'elle ne soit pas en train d'être à l'extérieur du pays, justement. Et la personne qui est rappelée au travail et qui n'est pas disponible sans un congé autorisé de votre part,
bien, ça devient une fin d'emploi. La personne a abandonné son travail, puis elle n'aura pas la PCU, cette personne-là, parce que vous allez avoir un document qui démontre qu'elle pouvait travailler, puis qu'elle ne s'est pas présentée. Conséquemment, elle n'a pas perdu son emploi à cause de la PCU, puis elle n'aura pas le droit à la PCU. Mais ça, c'est les règles qu'on connaît. L'application des règles, bien, c'est l'Agence du revenu qui les fait, c'est pas vous, c'est pas moi. Et si cette personne-là passe à travers les mailles du filet puis continue sa PCU pendant son voyage non autorisé, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais le gouvernement a bien dit qu'il allait rattraper les PCU versés frauduleusement ou en trop. Donc, ces gens-là risquent d'avoir des petites surprises quand ils vont faire leur retour de leur déclaration d'impôt 2020 l'hiver prochain, parce qu'ils vont peut-être avoir un gros impôt à payer compte tenu des semaines où ils auraient pu travailler, parce qu'à un moment donné, quelqu'un va les calculer ces semaines-là, puis ils vont avoir de l'argent qui a été versé en trop. Donc, si vous savez que vous avez besoin de la personne à telle date, puis vous êtes capable de vous commettre, bien, annoncez-le rapidement, puis cette personne-là, à moins qu'elle vous démontre qu'elle a déjà acheté ses billets, elle ne pourra pas partir. Cependant, si, ne sachant pas ce que vous alliez la rappeler, a déjà ses billets d'avion, était partie pour un moment raisonnable d'une semaine ou deux, ça devient un peu plus la zone grise parce que là, la personne n'avait aucune idée. Mais si vous pouvez dire à la personne, c'est sûr qu'on vous rappelle d'ici les 4 prochaines semaines ou d'ici le 15 août, bien là, elle ne peut plus partir à moins d'avoir déjà acheté ses billets. Puis quand on est en mise à pied temporaire, ce n'est pas des vacances à vie, c'est juste qu'à un moment donné, si ça fait 4 mois que ça dure, la personne a des raisons de croire que ça va s'étirer encore. Donc, c'est vraiment un cas particulier, là, mais qui peut être rapidement encadré là, si vous avez l'intention de rappeler la personne bientôt. Merci. Autre question. Un employé a des symptômes de la COVID et nous lui avons dit qu'il devait aller se faire tester, ce qu'il a fait, et nous sommes en attente des résultats. De plus, il nous assure que le protocole du port du masque a été respecté lors de ses quarts de travail précédents. Devons-nous envoyer tous ses collègues se faire tester, ce qui occasionnerait la fermeture de cette succursale? L'employé qui est allé se faire tester, vous allez avoir les résultats dans les 48 heures. Là, les tests sortent assez rapidement maintenant. Donc, si vous avez des mesures sanitaires qui étaient respectées, vous n'avez pas de raison de croire que les gens ne les ont pas respectées, il n'y a aucune obligation de retourner les gens à la maison. Si la distanciation de 2 mètres était respectée, puis que la personne dont on parle n'a pas eu des contacts rapprochés. Donc, des contacts rapprochés, c'est moins de 2 mètres pendant plusieurs minutes sans protection individuelle de masque ou de visière. C'est là où on considère ça comme employé qui a un contact rapproché. S'il y a des gens avec des contacts rapprochés, je vous recommande de les envoyer faire tester puis de les laisser à la maison pour la période qu'on attend les tests de l'autre personne. Si ce n'est pas, de ce que j'entends, le cas, il n'y a pas de mesure à prendre autrement que de dire à tout le monde de surveiller leurs symptômes. Mais vous pourriez dire que, comme bon employeur, vous souhaiteriez très, très fortement que les gens aillent passer le test, quitte à leur payer 1 heure de plus. Je vais payer 1 heure de plus à tout le monde qui va être allé passer le test. Il y a plein de mesures incitatives là, qu'on peut faire qui coûtent peu d'argent pour se rassurer notre conscience puis nos obligations en disant, mais écoutez, j'aimerais que vous alliez tous vous faire tester, puis je vais vous donner 1 heure de plus au salaire minimum pour le faire. Merci. Autre question. Est-ce obligatoire d'avoir un formulaire de déclaration de l'état de santé quotidiennement? Est-ce qu'une validation à une autre fréquence serait acceptable, comme hebdomadaire ou une autre formule, tout en ayant d'autres moyens de se faire des rappels aux employés de s'exclure du travail s'ils présentent les conditions, symptômes à éviter? Affiches sur les lieux de travail, courriel, etc. Merci. Je ne suis pas allée relire ce matin le guide de la CNESST pour le commerce de détail. Peut-être que Françoise le connaît par cœur. J'ignore si c'est une obligation ou si c'est une recommandation de la CNESST, mais dans
monde des employeurs en général, ce n'est pas une obligation, mais je peux vous dire que bien des employeurs le font de façon quotidienne, c'est-à-dire à chaque quart de travail. Il y en a qui le font en ligne, il y en a qui ont fait des applications, il y en a qui le font verbalement à l'entrée. Ça n'a pas besoin, comme je vous dis, d'être lourd, mais moi, je vous recommande, surtout qu'avec tout ce qu'on entend dans les nouvelles, dépendamment où est votre commerce, là, encore une fois, si vous avez si vous opérez un Tim Hortons à Gaspé, c'est pas la même chose qu'un Tim Hortons à Valleyfield en ce moment. Alors, je pense qu'il faut exercer le jugement, là, si ce n'est pas une obligation du protocole de la CNSST de le faire, d'exercer votre jugement par rapport à ça, mais nécessairement, minimalement, que les gens surveillent leurs symptômes et qu'ils ne se présentent jamais au travail s'ils ont la toux ou s'ils ont la fièvre. Puis que vous faites des rappels, puis que le formulaire est fait, je ne sais pas, peut-être aux 3 jours, parce que souvent, c'est dans les 48 heures avant les premiers symptômes qui est important. Donc, peut-être qu'aux semaines, c'est trop peu. Vous pouvez peut-être le mettre à quelques fois par semaine, mais les rappels, très certainement, les rappels, c'est vraiment fatigant, mais c'est comme ça que les gens vont vraiment les respecter en ayant des pop-up ou des rappels sur leur courriel de façon fréquente. Merci. Karine, effectivement, dans le cadre des formations, on a eu l'occasion de donner 2 webinaires au niveau de la santé et sécurité au travail. On a également participé à un webinaire qui a été donné par le CPSST, donc le Centre patronal en santé et sécurité du travail, pour explorer toute la trousse qui vise le secteur du commerce de détail et les centres commerciaux. Et la recommandation est formelle à l'effet que les entreprises devraient quotidiennement, d'ailleurs, il y a des outils dans la trousse qui sont disponibles et qui sont tout simplement une checklist, là. Donc, vous n'avez qu'à cocher si la personne, mais idéalement, ce qui est recommandé, c'est d'y aller de façon quotidienne. J'aurais tendance à penser comme Maître Fournier à l'effet que ce n'est pas une obligation. Faudrait revérifier le contenu de la trousse, mais de ma compréhension, on parlait vraiment d'une très forte recommandation d'y aller sur une base quotidienne. Oui, et la trousse, il y avait le formulaire exactement comme Françoise dit. L'outil est déjà là, mais je comprends que c'est la lourdeur d'administrer l'outil, pas nécessairement. Je vous entends que vous l'avez, mais ça doit être lourd à gérer. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire à court terme. J'ai une question à l'oral de Noli Imprévert. Alors, je vais activer votre audio. Allô? Oui. Oui. Alors, moi, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors, moi, je suis un cas d'un employé. Celle-ci, c'est une employée qui est normalement à temps plein, mais quand est arrivée la COVID, elle a décidé de rester à la maison parce que, bon, ses enfants, l'école, la garderie, ça ne fonctionne plus. Maintenant, elle a décidé, c'est elle, en tout cas, pour parler avec le directeur, elle a décidé de revenir au travail, mais seulement à des heures, disons à temps partiel, mais à la base, elle était à temps plein parce qu'elle veut garder la PCU. Mais en plus de ça, elle dit qu'elle ne peut pas retourner à temps plein parce que le service de garde, l'école, c'est pas disponible. Là, elle donne un horaire de travail. Elle dit qu'elle est disponible de 23 juillet jusqu'au 14 août. Après, elle n'est pas disponible parce que les services de garde n'existent pas. Après ça, elle donne des heures de travail de 9h à 15h, du lundi au jeudi, du vendredi à partir de midi, de samedi et dimanche non disponible. Et là, maintenant, mais elle veut être à temps plein, mais garder sa job, garder la PCU, mais selon des horaires disponibles. Qu'est-ce que je dois faire avec un employé comme celle-ci? Beau qu'on a fait tout ce que vous avez recommandé, mais elle ne semble pas vouloir revenir au travail dû à l'argent qu'elle reçoit à la PCU, puis elle met ses enfants de l'avant pour rester à la maison. Oui, bien, je pense que, comme on disait tout à l'heure, là, je pense que vous êtes rendu à l'étape de demander des preuves et des attestations de sa part de toutes les démarches qu'elle a faites pour
ne pas trouver d'aide. Et moi, je la ferai rentrer pour toutes les heures qu'elle a mis disponibles, puis elle va nécessairement dépasser le minimum pour rester sur la PCU. Là. Si je calcule rapidement, là, peut-être vous l'avez calculé, puis il en manque. Mais voilà, puis après ça, la période où elle est non disponible, elle peut être en vacances. Donc, vous la forcez à prendre ses vacances. Ou c'est un congé sans solde autorisé, mais ça ne la permettra pas de garder la PCU parce que ce ne sera pas qu'elle a perdu son emploi ou ses heures à cause de la PCU. Puis vous pourriez lui dire, écoutez, nous, on va être obligés de mentionner au gouvernement qu'on vous a offert de faire toutes les heures possibles, comme avant comme avant la COVID, et puis puis que vous refusez sans motif raisonnable. Des fois, ça marche juste à la menace, là, ces comportements-là. Donc, il faudra voir, là, mais moi, je la coincerais là, des fois, il faut avoir une conversation dure, là, mais qu'elle comprenne qu'elle peut pas avoir tout ça en ce moment. C'est bon. Maintenant, de toute manière, on a essayé. Maintenant, c'est avec la lettre. On est rendu à l'étape de la lettre. Mais l'affaire, la particularité, elle donne ses horaires, mais elle ne veut pas qu'on dépasse le temps pour qu'elle puisse rester sur la PCU. Puis nous, on a des heures à lui donner. Puis à la base, c'est une employée à temps plein, puis c'est une assistante. Donc, c'est le bras droit du gérant. Ah, OK. Mais moi, il y a un cas où j'ai eu ça dans un de mes dossiers et la personne voulait, au lieu de faire son 3 jours semaine, faire 2 jours semaine pour pas atteindre le montant d'argent. Puis moi, j'ai dit non, vous reconvoquez la personne à son horaire précédent, à moins qu'elle démonte. Puis tu sais, je connais pas de service de garde là, ou de camp de jour là, qui ont des heures de 9 heures à 3 heures. Là. C'est nécessairement, ça commence plus tôt puis ça finit plus tard. Là. Fait que clairement, elle joue là. Elle joue, puis sinon, vous demandez la preuve. Je veux l'horaire de votre service de garde ou votre camp de jour du début à la fin. Parce que clairement, c'est on pas peut la. On peut lui demander des preuves. Oui, tout à fait. Oui. OK, parfait, merci. De mon côté, j'ai fait le tour des questions à l'écrit. Je n'ai pas d'autres questions à l'oral. On peut peut-être laisser encore quelques secondes aux participants si une dernière question parviendrait à l'esprit. Est-ce que Françoise, tu avais d'autres points à aborder ou ça a fait le tour également? En fait, je me questionne peut-être avec le retour. Là, on sait que la période des vacances après le mois d'août va venir. On connaît la situation dans le secteur du commerce de détail à ce moment-ci. Donc, j'anticipe qu'il y ait probablement un certain bassin de main-d'œuvre, en tout cas du moins, qui, en principe, ne seront peut-être plus autant nécessaires dans les commerces. Est-ce que tu peux peut-être, Karine, nous expliquer un petit peu plus toute la question relativement à la fin des emplois? Donc, on parle de congédiement à partir du moment où on ne peut plus rappeler les employés. Est-ce qu'on s'en va vers des congédiements purs et simples? On parle de licenciement collectif. Je sais qu'il y a des règles relativement au nombre d'employés. À partir d'un certain nombre, on doit tenir compte. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur cette question-là? Oui. En fait, il y a différentes façons dont on peut faire la stratégie dans ces cas-là. Si vous pensez que vous avez une réduction de besoins en termes de workforce, vous pouvez aller vers les mises à pied temporaires qui fait en sorte que pour un 6 mois, vous allez pouvoir ne pas payer absolument rien, pas de préavis, pas de vacances, pas rien, puis laisser les gens en mise à pied temporaire le temps que vous soyez sûr et certain de quels seront vos besoins. Si ça vous laisse dans l'incertitude, puis vous savez que vous allez à court terme pas avoir besoin de plus de gens, alors là, on fait des licenciements. Si vous faites des licenciements de moins de 10 personnes, les règles sont différentes que si vous faites un licenciement de plus de 10 personnes. Donc, si c'est plus de 10 personnes, la loi sur les normes du travail prévoit des préavis spécifiques. Les préavis, c'est le 2 semaines, le 8 semaines de préavis qu'il faut donner de salaire hebdomadaire aux gens pour mettre fin à leur emploi. Ce préavis-là peut être travaillé
ou peut être payé. Donc, si vous savez d'avance maintenant qu'en octobre, ça ne fonctionnera plus, vous pouvez dire à la personne, bien, dans 8 semaines, ton emploi va être aboli, je restructure, puis je te le dis d'avance. Comme ça, la personne, elle continue de travailler ces 8 semaines, puis votre préavis est donné, vous n'avez rien payé à la fin, sauf les vacances. Quand ça vient comme la crise à la dernière minute, puis on n'a pas eu le temps de faire travailler les préavis, bien là, si on a plus de 10 personnes, le minimum, c'est 8 semaines, ce qui est quand même beaucoup de sous. Cependant, il y a toujours la question de force majeure. Donc, si, compte tenu de facteurs irrésistibles, imprévisibles, vous n'êtes pas en mesure de donner le préavis ou de le payer, parce qu'à cause des circonstances, bien là, vous pouvez invoquer la force majeure. Donc, ça, c'est un autre sujet. Si vous êtes à moins de 10 personnes, donc on est à un certain nombre de semaines par année de service. Donc, quelqu'un qui a 2 ans, quelqu'un qui a complété 1 an de service va avoir droit à 2 semaines de préavis. Donc, si vous voyez à la fin septembre ou à la fin août que vos besoins diminuent, mais que vous n'allez pas mettre 10 personnes à pied, bien, vous pouvez dire à la personne, écoute, d'ici la fin septembre, ça va être terminé, je te le dis plusieurs semaines d'avance, mais vous n'aurez rien d'autre à payer que ces vacances accumulées. Si vous faites vraiment ça à la dernière minute, puis vous voulez que la personne ne soit plus là, bien là, vous allez juste payer le préavis. Donc, si vous faites une restructuration, que vous pouvez démontrer objectivement que vous avez besoin de moins de personnes, que ce n'est pas juste pour faire du ménage puis se débarrasser d'un employé, parce que là, la personne pourrait faire une plainte, mais si vous êtes vraiment capable de démontrer que vous allez opérer différemment, que vous, comme gestionnaire, vous reprenez des tâches, donc vous abolissez un poste, vous joignez 2 postes ensemble. Il faut être capable de démontrer que vous étiez objectif dans tout ça et non pas personnel à quelqu'un. Donc, si j'ai 3 personnes qui font le même travail, puis je dois abolir un poste, bien, je n'abolis pas la personne qui a un piercing dans le nez. Je vais abolir la personne qui a le moins d'ancienneté ou la moins performante ou la moins objectivement bonne en service à clientèle selon les évaluations que j'ai faites. Donc, je trouve une façon objective de choisir la personne qui va avoir le poste aboli s'il y a plusieurs personnes qui font la même chose. Donc, il faut essayer de rester objectif puis de trouver une façon de réduire votre personnel pour vous éviter des plaintes à la Commission des normes du travail. Mais à tout événement, il faut toujours donner le préavis minimum des normes si la personne n'a pas commis une faute grave. Donc, le 2 semaines après 1 an, puis ça monte jusqu'à 8 semaines pour les gens qui ont 10 ans de service. Donc, vos employés qui ont beaucoup d'ancienneté, donc 10 ans et plus, il faut donner le minimum des normes qui va être le 8 semaines. Et pas s'ajoute à cela, mais il faut aussi tenir compte du préavis du Code civil du Québec. Donc, comme en common law, au Québec, on a les normes du travail qui est un minimum. Puis, on a le Code civil du Québec qui dit que lorsqu'on se départit d'un employé sans cause, puis la cause économique, c'est pas ça la cause. Donc, il faut donner un préavis raisonnable. Ce préavis raisonnable-là, il est en fonction des années de service, du titre de la personne, puis de l'âge de la personne. Donc, si j'ai un employé de 65 ans, que ça fait 20 ans qu'il est avec nous, puis qui est un gérant de département, clairement, le 8 semaines ne sera pas suffisant, puis la personne pourra vous dire qu'elle avait droit à un préavis supérieur, puis elle pourra faire une plainte aux petites créances ou à la Cour du Québec pour aller chercher plus de préavis. Donc, il faut faire une analyse très cas par cas. Dans la plupart des cas, en commerce de détail, on va dire que ça va être 1 semaine par année de service, à moins d'être dans un poste de gestionnaire. Donc, 1 semaine par année de service, si la personne, ça fait 25 ans qu'elle est là, ça se peut que vous lui deviez 6 mois de préavis. Donc, une fois que vous le savez, si vous voulez avoir une quittance pour vous assurer qu'un employé ne va pas vous poursuivre, donc, vous mettez fin à son emploi avec un document qui dit, bien, si vous signez la quittance, vous allez avoir droit, là, vous ne donnez pas le maximum de 26 semaines, mais si vous signez la quittance, je vais vous donner 16 semaines de préavis. Si vous ne le signez pas, vous allez avoir juste le minimum des normes, c'est 8 semaines. Alors là, l'employé a le choix. Est-ce que je fais une plainte, ça va me prendre 1000 ans à avoir mon jugement, ou j'accepte le 16 semaines, ou j'essaie de le négocier à 20, à 22, mais je signe une quittance, puis là, vous vous assurez que vous n'avez pas de poursuite.
Donc, il y a toujours, ça prend toujours dans cette lettre-là la quittance, évidemment, puis le conditionnel, à savoir que pour avoir droit au package supplémentaire, ça prend une signature à la quittance, sinon vous allez avoir droit juste au minimum. Puis là, on donne à la personne un 5, 6, 7 jours pour réfléchir, consulter, puis prendre sa décision. Donc, il faut faire attention à juste s'en tenir aux normes du travail. La plupart du temps, les employés qui ne connaissent peut-être pas leurs droits ou qui ne consultent pas d'avocat vont ne pas vous poursuivre aux normes du travail puis vont juste changer puis trouver un autre travail. Mais c'est ce qui vous guette si vous n'en tenez pas compte. Donc, après ça, c'est de gérer votre risque puis de prendre vos décisions en conséquence parce que sans quittance, vous pouvez toujours être poursuivi. Donc, la plupart des employeurs aiment bien avoir des quittances. Et si vous donnez juste le minimum des normes, vous ne pouvez pas demander une quittance en échange parce que vous avez donné ce que la personne a droit en vertu des normes, donc vous ne pouvez pas exiger une quittance en échange. Il faut donner quelque chose de plus. Donc, vous pouvez donner le minimum des normes du travail plus une carte cadeau de 500 $, de 100 $, un 1000 $ supplémentaire. Ça peut être pas grand-chose, mais dès que vous donnez plus que les normes du travail, là, vous avez le droit de demander une quittance en échange. Longue réponse. Non, c'est bien. Et je pense que ça va être quelque chose à surveiller. Puis je ne pense pas que les entreprises en ce moment roulent sur l'or. Donc, c'est sûr que c'est des charges supplémentaires qui peuvent vite arriver. Donc, ouais. Ça va être de quoi surveiller de très, très près, dépendamment de l'évolution de la pandémie au retour des vacances et tout ça. On va espérer que la situation va s'améliorer. Je crois qu'on a une autre question, Vanessa. Oui, en lien à la précédente. Si nous essayons de replacer ces employés dans d'autres magasins et ils acceptent, comptent-ils encore dans le licenciement collectif? Car ce sont des compagnies différentes. La notion de licenciement collectif est reliée à un établissement. Donc, si vous opérez une chaîne ou une marque qui a différents établissements, c'est 10 personnes par établissement. Donc, allons-y par adresse, là, comme c'est plus facile à comprendre. Donc, si vous êtes pas à moins de 10 dans le même endroit, vous pouvez y aller avec le préavis minimum des normes qui est non relié au licenciement collectif. Donc, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Maître Fournier. Ça fait le tour des questions que j'ai aujourd'hui. On est pile à l'heure. On est pile à l'heure, effectivement. Donc, je pense que ça complète le webinaire. Écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Karine. Toujours aussi de bons conseils, je dirais, très, très pragmatiques. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et, François, j'ai une main qui s'est levée. Je ne sais pas si tu veux accorder une minute de plus pour cette dame. Peut-être prendre la dernière. Bon, oui. Parfait. C'est Evelyne Forger. Je vais activer votre micro. Parfait. J'espère que ce n'était pas une erreur. Donc, Evelyne Forger, si vous... Manifestez-vous. Bon, c'est peut-être une erreur. C'était une erreur, alors. Bon. C'est une erreur. On ne vous entend pas. Donc, est-ce que c'est le moment de passer au prochain webinaire qui s'en viennent? Oui, on va inviter Maître Fournier à... Donc, avant de terminer, on va tout simplement vous afficher à l'écran les prochains webinaires que le Conseil québécois vous offre au cours des prochaines semaines. Donc, il y en aura d'autres durant la période estivale un peu. On est en train de travailler ceux qui vont revenir un peu plus vers le mois de septembre. Donc, jusqu'à la fin de septembre, suivez-nous. On en ajoute constamment. Donc, on sent que les employés sont plus disponibles plus que jamais pour essayer de se former sur différents domaines et tout ça. Donc, le prochain webinaire qui est à venir est le 14 juillet. Intéressant, c'est toujours dans le domaine des RH. Donc, on parle de discrimination systémique. Éliminez-la de vos processus avec Mme Julie Tardif et Noélie Diaz. Et le 15 juillet, on parle d'un tout autre sujet, le référencement local, donc augmenter sa visibilité auprès d'acheteurs locaux avec André Gagné. Donc, c'est les prochains, mais il y en aura d'autres, comme je vous dis, suivez-nous, on les affichera au fur et à mesure.
Donc, merci infiniment, Karine, encore pour ta participation, ta collaboration avec le Conseil. Merci, Vanessa, pour ton appui. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Donc, on est très heureux, sans vous voir, mais de savoir que vous êtes au bout du fil avec nous pour en profiter, en fait, durant cette période un petit peu plus d'accalmie qu'on vit actuellement. Donc, bonne chance. Merci, est-ce que vous m'entendez? Oh, oui, on vous entend. Je ne vous entendais pas. J'ai posé ma question, je ne savais pas si vous m'entendiez, mais moi, je ne vous entendais pas. Ma question, c'était est-ce qu'on peut imposer le transfert dans une autre succursale à un employé? La réponse dépend de où la succursale. Là. Si c'est à 15, 20, 50 kilomètres, ce serait un problème. Une dizaine de kilomètres, par exemple. Peut-être 15 maximum. Pour que ce soit un congédiement déguisé, il faut que ce soit une modification substantielle de ses conditions de travail. Donc, advenant que tout reste pareil, même horaire, même fonction, même poste, c'est juste qu'elle va exécuter sa prestation de travail ailleurs. Admettons qu'elle prenait sa voiture pour aller à cette succursale-ci, puis qu'elle prend sa voiture pour aller à l'autre, puis qu'il y a 10 minutes de différence, j'en vois pas de problème. Mais si jamais c'était accessible par métro puis autobus, puis que là, on s'en va à côté de l'aéroport, puis qu'il n'y a aucun accès facile pour elle, puis ça devient un gros casse-tête, là, je verrais un problème. Mais si c'est pas nécessairement difficile, on peut l'imposer à ce moment-là? Oui. Ça ne sera pas une modification substantielle à ses conditions de travail. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire un recours, mais elle n'aura pas vraiment de chance de succès. Parfait, je vous remercie. Bienvenue. Merci. Donc, c'était la dernière question. Tout dernier élément que j'aimerais peut-être vous souligner avant de vous laisser. Vous avez peut-être vu l'information passer sur nos réseaux sociaux. Le Conseil québécois, désormais, se lance avec un programme d'accompagnement en RH. Donc, nous avions jusqu'à maintenant un programme d'accompagnement au niveau du virage numérique pour supporter et aider nos détaillants. Et cette fois-ci, on se lance dans un programme d'accompagnement RH. Donc, surveillez, allez voir sur notre site. Vous allez avoir un petit peu plus d'informations sur les critères, si vous pouvez être éligible et si toutefois vous avez un besoin particulier dans ce domaine-là. Donc, merci à tous et si vous partez en vacances, profitez-en pour décrocher, changer nos préoccupations reliées à la COVID. Je pense qu'on en a tous besoin par les temps qui courent de prendre une pause pour mieux revenir à l'automne. Qui sait ce que l'automne nous réserve? Donc, profitez-en pour refaire le plein et profitez pour vous reposer. Donc, un gros merci à tous et au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir. Merci encore, Maître Fournier. Au revoir, bonne journée.